aux yeux des gens qui suivent ou qui s'intéressent à ce que je fais, ils ont tendance à croire que parce que je parle de sexe, je suis la reine au lit. Pas du tout. Donc ça, il faut arrêter de croire ça. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes un bon mécanicien que vous conduisez bien. Alors je me présente, je m'appelle Manon Luga, je suis la créatrice du compte Instagram Le Cul Nu, où je parle de culture du cul, toujours avec humour et légèreté, mais je suis aussi coordinatrice d'intimité, donc c'est-à-dire que je fais la chorégraphie des scènes de sexe au cinéma. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Alors la coordinatrice d'intimité, c'est la personne qui va venir chorégraphier toutes les scènes qui peuvent mettre les acteurs-actrices dans des positions de vulnérabilité. Donc ça va être de la scène de nu à la scène qui représente un acte sexuel, mais ça peut être aussi des scènes de violence, ça peut être aussi un médecin légiste qui va avoir un contact avec un corps, enfin bref, on va être là pour les mettre à l'aise, pour les aider dans leur jeu, en prenant en compte leur consentement, c'est-à-dire connaître un peu leurs limites, parce que parfois eux-mêmes ne les connaissent pas, et aussi les ambitions créatives du réalisateur ou de la réalisatrice. Et grâce à tout ça, on va venir créer la scène parfaite, en tout cas on essaie. Tu penses quoi de la représentation actuelle des scènes de sexe, par exemple, dans les productions, les films actuels? En fait, le sexe, il est souvent dans les scripts, dans les films, pour représenter une forme d'aboutissement. Un couple qui se drague depuis longtemps, hop, ils ont un acte sexuel. Ils sont plan cul, on a besoin de comprendre leur relation, hop, acte sexuel. C'est jamais vraiment, enfin c'est trop rarement pour créer une réflexion autour de la construction du personnage. Qui il est dans son intimité, qui elle est dans son intimité, qu'est-ce que ça veut dire cette sexualité de cette personne, quelle forme d'empouvoirment le sexe a sur ce personnage, ou au contraire, pourquoi en fait il ou elle n'arrive pas à exprimer sa sexualité. Ça peut être vraiment un détail important, ça peut vraiment jouer sur la construction de votre personnage. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le sexe c'est très souvent quelque chose en plus, c'est aussi souvent l'occasion de montrer les personnes nues, et donc aussi malheureusement un atout un peu vendeur de il y a des scènes de sexe, c'est attirant, on a envie de voir du sexe au cinéma. Je pense qu'il est temps de s'intéresser au sexe autrement au cinéma. Nous, ça vient nourrir notre imaginaire érotique, la représentation du sexe au cinéma. Le fait que dès l'adolescence, on crie parce qu'on a un orgasme, on n'est pas censé crier quand on a un orgasme. C'est juste que dans nos représentations hollywoodiennes, puisqu'il faut que ce soit visuel et que souvent l'orgasme vulve n'est pas aussi visuel qu'une éjaculation d'un pénis, on va faire en sorte que la personne crie et on comprend qu'elle a un orgasme. Nous, dans notre construction, dans l'imaginaire collectif, on va crier. Pourtant, il y a des personnes qui n'ont pas besoin ou envie de crier quand elles ont un orgasme. Toi, tu travailles dans quelles industries? Moi, dernièrement, je travaille beaucoup dans l'industrie pornographique parce que je me suis vraiment prise d'affection pour certaines productions qui ont envie de bien faire, qui ont envie aussi de proposer de nouvelles formes de représentation de l'intime, c'est-à-dire qu'on sort un peu de ce qu'on a l'habitude de trouver dans la pornographie mainstream qui peut être très violente, très sexiste, très dans la performance et irréaliste. Donc des productions en fait qui cherchent à écrire le sexe autrement, qui cherchent à créer une nouvelle forme de stimulation en étant un peu plus réaliste. Et donc j'aime pouvoir y participer parce que j'ai la chance aussi de pouvoir y participer dans l'écriture. Et donc il y a une vraie réflexion en profondeur et donc c'est hyper intéressant. J'interviens dernièrement, je suis intervenue sur pas mal de courts-métrages dans le cinéma, donc ça c'est plutôt chouette aussi parce que il y a peu de moyens, il y a toujours envie de bien faire et donc ça nous oblige à être très créatifs, à être assez réactif et prendre le temps en fait d'échanger avec tout le monde. Moi je trouve ça passionnant et surtout là dernièrement je travaille beaucoup autour de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'il faut savoir que aujourd'hui en Europe il n'y a aucune production de programme de télé-réalité qui cherche à faire un travail de coordination. Moi quand je suis arrivée à Paris j'ai travaillé 1 an aux Anges de la télé-réalité, la production de La Grosse Équipe, et donc j'ai assisté à toute cette machinerie, toute la création d'un programme de télé-réalité, tout le conditionnement de ces candidats et candidates. C'était à la fois intéressant, mais c'est intéressant par sa cruauté malheureusement, et c'est comme ça que l'on crée du divertissement aujourd'hui en France, c'est souvent par la violence. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a dérangé et qui t'a donné envie d'amener ce métier aussi dans la télé-réalité? Il faut savoir que quand on est dans un cadre d'enfermement, et généralement on le sait tous parce qu'on l'a vécu en 2020, on n'est plus totalement nous-mêmes. C'est-à-dire que notre état psychologique et émotionnel est mis à rude épreuve. Pourquoi ? Parce qu'on est privé de tout ce qui peut nous faire du bien. D'autant plus quand on est enfermé dans une maison qui n'est pas la nôtre, que l'on n'a plus contact avec l'actualité du monde, ni avec l'actualité de nos proches, qu'on n'a souvent pas de notion d'heure, c'est une réalité, les candidats et candidates n'ont pas forcément accès à l'heure. Et en plus, ils ont quand même des gros horaires. Généralement, ça commence à tourner à 8h, et puis, comme il y a les scènes en boîte, etc., ils vont terminer vers du 3-4 heures du matin. Donc on est quand même sur un gros rythme de travail. Les équipes le savent. Et donc moi, ce qui m'a dérangée à l'époque, c'était de voir comment ils pouvaient en fait profiter de l'état de fatigue pour soutirer des informations sur eux, pour créer de nouvelles scènes, pour en fait les pousser pour que
visuellement ce soit plus intéressant. Toutes les fois où on a vu les candidates partir en pleurs, péter des plombs, arriver dans la violence, dans les mots durs, craquer sans raison, ou s'attacher très vite, des candidats qui s'attachent très très vite à des candidates, de la manipulation. Tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur état normal. Alors, moi, je suis pas là pour avoir la prétention de dire on va faire en sorte que tout se passe bien, tout aille bien. Non. Mais si aujourd'hui on pouvait avoir ne serait-ce qu'une réflexion autour de on sait qu'il y aura du contact génital quoi qu'il arrive, puisqu'ils sont enfermés, ils sont célibataires, donc reprendre toutes les notions de consentement, s'assurer qu'on crée une uniformisation, donc tout le monde ait conscience que tu sais, tu peux demander avant d'embrasser ou tu sais, tu as le droit de dire non aussi, tout simplement. Toute une éducation aussi à la vie affective et sexualité. Pour y avoir assisté, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de candidats et de candidates qui ne savent pas se protéger ou qui parfois n'ont pas accès à des moyens de contraception, ce qui n'est pas normal. Et aussi toute une réflexion sur la santé mentale. On comprend que les actrices sont écoutées. Est-ce que les hommes, les acteurs bénéficient aussi de ton accompagnement? Bien sûr. La discrimination, les traumas, tout ça, ça n'a pas de genre. Ça n'a pas de genre, ça n'a pas d'âge d'ailleurs. Donc n'importe qui peut se retrouver traumatisé sur un tournage, n'importe qui peut se sentir très mal à l'aise avec sa nudité, avec son corps. On parle souvent des actrices parce que le cadre, on est dans une société patriarcale et sexiste qui profite évidemment de ça, et donc évidemment il y a beaucoup plus de violences sexuelles envers les femmes, mais il y en a aussi envers les hommes, et sur les plateaux de tournage, tout le monde est soumis à la dynamique de pouvoir. Et c'est très surprenant parce que à chaque fois que j'interviens auprès des acteurs, ils sont surpris. Ils ont oublié qu'en fait, ils avaient le droit aussi de dire non. J'ai eu un acteur qui avait un petit peu de ventre et qui n'était pas du tout à l'aise avec ça en caméra. On s'est débrouillé pour que dans les positions, en fait, il n'ait jamais à rentrer son ventre, parce que c'est épuisant, qu'on puisse ne pas le voir intégralement, son ventre, ou alors des positions où en fait, son ventre paraissait plus plat et où lui, dans le retour caméra, il se trouvait beau, parce que c'est important. Lui, d'ailleurs, ça l'a permis de mieux se consacrer à son jeu, d'être plus efficace dans la manière d'interpréter la scène. Et donc c'est trop bien de savoir ça. Parce que moi, de savoir qu'il n'a pas pensé à son ventre pendant ces 20 minutes de scène un peu intense, je dors mieux la nuit et je me dis peut-être que demain il sera plus confiant pour venir sur le tournage, quoi. Je te sens vraiment hyper passionnée par ton métier. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te plaît autant? Moi, je suis passionnée par la représentation de la sexualité, que ce soit à l'écran, à l'écrit, enfin bref, dans l'art en général. Ça me passionne parce que j'en ai beaucoup souffert quand j'étais ado. Moi, j'ai grandi avec ce qu'on appelle du vaginisme. Donc, le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles pelviens qui empêche une pénétration vaginale. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un tampon, un doigt, un membre, il n'y a rien qui passe. Et donc, quand je cherchais des personnes qui étaient dans mon cas, je ne trouvais rien. Et je trouvais que de la pénétration vaginale. Donc, je me disais, je suis cassée. Si moi, on ne peut pas me pénétrer, ça ne marche pas. Je ne suis pas une femme, je ne pourrai jamais avoir une sexualité. Je suis cassée, quoi. Et un jour, j'ai vu dans un film, un vieux film, j'ai vu une scène d'une femme qui disait non, en fait, je peux pas me pénétrer parce que ça me fait mal et ça a toujours été comme ça et machin. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment sauvée de voir cette scène. Alors derrière, j'ai été suivie par des professionnels de santé. Et évidemment, si ça arrive, il faut être suivi par des professionnels de santé pour s'assurer que on comprenne d'où ça vient et ce qui se passe dans son corps, c'est important de l'écouter. Mais de voir que ça existait dans l'art, moi, ça m'a fait du bien. Et donc, au-delà de la représentation des troubles et des violences, je pense que l'épanouissement, c'est important de le représenter, parce que ça nous rassure dans... Moi, si je suis épanouie parce qu'on me caresse le bras, si je trouve un plaisir intense dans les caresses au niveau du bras, j'ai pas envie de me dire que je fonctionne mal. J'ai envie de me dire, ça, c'est mon plaisir et j'ai envie de l'explorer. Donc oui, ça me passionne, et de savoir qu'aujourd'hui, je peux aider des humains à se sentir mieux dans leur cadre de travail, ce qui va nous aider derrière en fait à pérenniser un peu plus la représentation de la sexualité, de l'amour et de la vie affective à l'écran. Oui, moi ça me fait, je suis tellement heureuse à faire ça. Oui, c'est pas tous les jours évident. Quand on passe la plupart de son temps dans son métier à parler de sexualité, on se retrouve face à des discriminations, on se retrouve face à des complications de notre société qui ne supportent pas ce sujet. Mais c'est pas grave. Tu as des exemples à ce niveau-là de discrimination que tu as subies à cause de ton métier? Moi, ma boîte s'appelle Le Cul Nu, puisque c'est le nom sur mon Instagram. J'ai appelé ma boîte Le Cul Nu parce que j'adore ce nom, tout simplement. Et bien, dans mon adresse mail, il y a écrit Le Cul Nu. Et donc, le jour où j'ai voulu trouver un comptable, personne n'a voulu travailler pour moi, parce qu'il y a marqué Le Cul Nu. Et donc, ça fait référence à du travail du sexe, bien que j'estime que c'est pas vraiment du travail du sexe, mais bon, si vous avez envie, pourquoi pas. Et beaucoup de comptables m'ont dit qu'ils refusaient de travailler avec moi. Il y a des banques aussi qui ont refusé d'héberger ma société, qui ont refusé que je sois chez eux.
pour mon activité professionnelle. Alors que je parle d'histoire de la sexualité sur les réseaux sociaux, je parle même pas de pratique. Est-ce que c'est stimulant ou parfois aussi fatigant, justement? Parce que ton métier, c'est aussi du militantisme, finalement. Le militantisme, il est épuisant parce que je suis une femme déjà, je suis jeune. Et donc, le fait d'être jeune, déjà, on estime qu'il n'y a pas de crédibilité. Je suis une femme, donc sachant que je me dis très fièrement féministe parce que je le suis, évidemment, j'ai toute une communauté qui me déteste et qui adore me détester. Je reçois des menaces de mort et de viol régulièrement sur mes réseaux sociaux. J'ai un de mes ex qui s'est retrouvé avec des messages de menaces parce qu'il avait assumé son couple avec moi à un moment. Bon, ça fait partie du quotidien, donc oui, c'est épuisant. Après, c'est très stimulant aussi. Quand je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent, qu'il y a de plus en plus de réflexions, de médias, comme aujourd'hui, qui font des interviews sur ces sujets, c'est la preuve qu'il y a une demande et qu'on va enfin commencer à y répondre, qu'on va enfin commencer à considérer ce sujet. Et toi qui t'empares du sujet de la sexualité, est-ce que ça a aussi un impact sur ta vie personnelle, affective et intime? Oui, en fait au début, on se retrouve à parler sexualité tous les jours, à être invité à des événements sexos, à être invité à des soirées, à être sur des tournages, tout ça. Donc forcément le soir quand on rentre, on n'a pas envie, non, on n'a pas envie du tout. Donc ça a été un peu compliqué. À l'époque, j'étais avec un garçon hyper patient, hyper compréhensif, vraiment une perle. C'était un garçon vraiment gentil qui avait envie de s'assurer que j'aille bien, que ça ne me prenne pas trop la tête, que ça prenne pas trop de place dans ma vie affective. J'ai dû apprendre en fait par moi-même à prendre de la distance avec ce que je voyais toute la journée, dissocier en fait de ma vie sexuelle à moi, ne pas être dans l'analyse de tu sais que tu fais ça par réflexe de non, quand tu es au lit t'évites de faire des trucs comme ça. Donc non, il y a tout un travail de dissociation un peu des deux qui est pas toujours évident. Est-ce que ton travail t'a déjà fait évoluer ou t'a déjà fait t'interroger, fait changer ton regard sur tes pratiques par exemple? Est-ce que t'as l'impression que ta sexualité a évolué au fur et à mesure que tu apprenais des choses aussi sur le domaine? Oui, parce que dans mon travail, il y a quand même une grande place autour du consentement. Et donc, m'intéresser à toutes ces questions-là, ça m'a permis déjà de me dire que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de me poser des questions, de ne pas accepter certaines pratiques parce que dans l'imaginaire collectif, on ne fait pas une levrette sans un étranglement. Non, en fait, j'avais pas envie de ça. Donc, ça m'a permis de revoir un peu ce que j'avais envie, mes besoins. Et aussi, ça m'a fait Oui, ça m'a permis de relativiser un peu sur la performance en tant que femme. Et puis, à force d'être confrontée aussi à une nouvelle forme de représentation de la sexualité, ça m'a permis de relativiser sur mon corps, sur mes odeurs, sur mes poils, sur mes sensations, sur ma fatigue, sur plein de choses. Après, très souvent, aux yeux des gens qui suivent ou qui s'intéressent à ce que je fais, ils ont tendance à croire que parce que je parle de sexe, je suis la reine au lit. Pas du tout. Donc ça, il faut arrêter de croire ça. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes un bon mécanicien que vous conduisez bien. C'était ma question suivante. Est-ce que tu es déjà tombée sur des personnes qui fantasmaient en fait ton métier, l'image que tu renvoies et qui t'ont approché pour ça? Dans le cadre de la vie amoureuse, ça a été problématique, puisque je reste une femme qui parle sexe et donc je peux nourrir une forme de fantasme chiant qui n'est pas la réalité et j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un parce qu'il se dit qu'avec moi sexuellement ça va être incroyable. J'ai pas envie de ça et c'est pas vrai. Donc ça permet de faire un vrai tri sur les humains qui m'approchent et ça permet de faire un vrai tri sur avec qui je m'autorise d'avoir une vie sexuelle ou non.